Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du Mérite panafricain. Deux sujets au menu. D'abord, le Mali avec l'attaque des terroristes repoussée ce matin du vendredi 22 juillet 2022 à Kati, à quelques kilomètres de Bamako, dans le camp militaire qui abrite le quartier général des autorités de transition. C'est une attaque de plus qui s'ajoute à plusieurs autres enregistrées dans le nord-est de Bamako le jeudi 21 juillet 2022. Attaque toujours attribuée aux djihadistes. Comment comprendre cette série d'assauts terroristes dans le pays en ce moment précis? À qui profitent ces assauts, tout comme la déstabilisation du Mali? Nous en parlons ce soir avec nos invités. La France et la Russie en visite au même moment sur le continent africain, au même moment où l'Afrique garde une certaine neutralité dans la guerre en Ukraine malgré la pression des Occidentaux, où la France perd du terrain en Afrique, de l'influence sur le continent africain, pendant que la Russie, de son côté, gagne plutôt du terrain. Le président Macron est annoncé au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, et le ministre des Affaires étrangères de la Russie en Égypte, en Ouganda, en Éthiopie et au Congo, voisin du Cameroun. Comment comprendre ces déploiements au plus haut niveau des deux grandes puissances ces deux grandes puissances sur le continent africain? Comment comprendre la guerre secrète que se livrent la France et la Russie sur le continent africain? Nous en parlons avec nos invités qui sont déjà dans ce studio avec nous. Messieurs, bonsoir. Maître Janvier Momo, juriste, vous êtes de la société civile. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau du Mérite panafricain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Sidiki. Un bonsoir spécial aux téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir aux copanélistes, ceux qui sont sur le plateau central et ceux qui seront sur Zoom. Je n'oublierai jamais les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Alors, Monsieur Sidiki, vous remettez le Mali sur la table du débat ce soir. C'est autant important. Si vous pouviez le faire au jour le jour, parce que le Mali aujourd'hui, c'est la focalisation de ce que nous pouvons appeler le nouveau combat de l'Afrique, le nouveau et le dernier combat des Africains. Combat pourquoi? Combat pour la véritable indépendance, la véritable souveraineté et la reconquête de tout ce que nous pouvons appeler les manœuvres économiques d'un pays. Aujourd'hui, nous sommes surpris que, à peine la CEDEAO a levé des sanctions, que le Mali, en 2 semaines, vient de vivre des phases très très importantes dans l'histoire de la reconquête de sa souveraineté. L'affaire des soldats ivoiriens, elle ne s'est pas encore achevée, que tout ce matin, c'est la Katiba Massina qui fait sentir la poudre encore au Mali. Je pense que l'Afrique, les Africains doivent comprendre que ce qui se passe au Mali n'est pas une affaire des Maliens, c'est une affaire de toute l'Afrique. C'est-à-dire, la focalisation des Africains sur ce qui se passe au Mali est plus qu'important, est plus qu'impératif. Pourquoi? Parce que la nouvelle conquête, la nouvelle reconquête, le combat, le dernier combat de la nouvelle conquête de la souveraineté des cette nouvelle conquête se passe au Mali. Ça se joue au Mali. Et à plus d'un titre, le Mali nous intéresse. Et nous en parlons ce soir sur ce plateau du Mérite panafricain. Merci à vous donc, Maître Janvier Momo, juriste, vous êtes de la société civile. Alors, Jean-Paul Bellec, panafricaniste, professeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, bonsoir, Monsieur Sidiki. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous parce que pour moi c'est une première. Hein. C'est une première, merci. Donc je dis également bonjour à tous les téléspectateurs du Mérite panafricain des chefs d'État. Je dis bonjour à l'équipe technique. Et bon, avec toute l'actualité, l'Afrique est en état de guerre. Nous on est là pour défendre l'Afrique avec une vision panafricaine. On va essayer de le faire une fois de plus. Merci. Merci donc à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Jonathan Batengene, sociopolitiste, c'était un plaisir de vous avoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sidiki. C'est un plaisir, effectivement, de vous avoir également à nouveau en tant que modérateur. Bonsoir à notre aîné, nos chers aînés, le professeur Bellec, le maître Janvier Momo, et ceux qui, parmi nos copanélistes, se trouveront dans le Zoom. Nous savons qu'il y a toujours de la qualité de l'autre côté. À tous nos frères, toutes nos sœurs, ceux qui seront
dans le Zoom, nous leur disons un bonsoir. Bonsoir particulier aussi à tout le Mali qui ce matin s'est réveillé avec des cris d'alarme, mais a su répondre à la menace. Devant la mémoire du soldat tombé, nous nous inclinons. À sa famille éplorée, nous adressons nos sincères condoléances. À tous les soldats blessés, nous souhaitons prompt rétablissement. Saluons également les techniciens, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengene. Alors, nous prenons donc la première une de cette émission. Nous le disions en début, le Mali, où l'armée a brillamment repoussé ce matin une attaque terroriste dans le camp militaire de Kati, quartier général des autorités de la transition. L'attaque au véhicule piégé intervenue ce vendredi 22 juillet 2022 aux environs de 5 heures du matin a provoqué une riposte musclée des forces armées maliennes, laissant sur le carreau des assaillants neutralisés et d'autres capturés. Mesdames, Messieurs, je vous propose de suivre le communiqué publié ce matin par l'armée malienne. Voilà, en attendant que la réalisation s'apprête, il faut dire que cette nouvelle a fait le tour du monde ce matin. La nouvelle de l'attaque des terroristes repoussée ce matin dans le camp militaire de Kati, quartier général des autorités de la transition. La nouvelle a fait le tour du monde ce matin. Certains ont même vu, en l'occurrence, une certaine presse occidentale, sans preuve, une tentative de mutinerie d'une partie de l'armée. Il a fallu ce communiqué que nous allons vous proposer dans quelques instants. Le comité de l'état-major général des armées pour rassurer l'opinion et dire ce qui s'est réellement passé. Si c'est près du côté de la réalisation, mesdames, messieurs, je vous propose de suivre ce communiqué publié ce matin, le communiqué de l'état-major général des armées maliennes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information, un flash consacré à la lecture de ce communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes viennent de contenir encore des tentatives désespérées de terroristes de la Katiba Massina qui, tôt ce matin, aux environs de 5 heures, ont tenté des actions kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées. Les FAMA ont immédiatement procédé au bouclage de la zone tout en engageant les opérations de ratissage qui se poursuivent. Le bilan provisoire de cette attaque est de côté FAMA, 1 mort et 6 blessés, dont un civil. Côté assaillant, 7 neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et qu'elle peut vaquer à ses occupations. Il rappelle également que rien ne serait de trop pour les forces de défense et de sécurité à ramener le calme et la sérénité auprès des populations et à assurer la libre circulation des personnes et des biens. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du soldat tombé et souhaite un prompt rétablissement aux blessés militaires et civils. L'état-major général des armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. C'est tout pour ce flash d'information. Ne décrochez. Voilà. Donc, c'est donc là le communiqué publié ce matin au Mali par l'état-major général des armées. Et nous sommes rejoints sur ce plateau par le président du nouveau mouvement populaire, le président Bandakani, grand habitué des plateaux de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Président Bandakani, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir mon cher. Bonsoir, avec beaucoup de respect à mes co-panélistes. Maître Momo, Moussa Belek,
Jonathan Batangene. Bonsoir, accompagné de beaucoup de respect, de reconnaissance liée à tout le parcours qui a consisté à assumer ce défi panafricaniste pour conduire l'Afrique vers sa destinée. Je voudrais saluer les techniciens, saluer vous-même et tous les spectateurs qui sont scotchés et qui sont demeurés fidèles à l'émission Mérite panafricain, qui est une des émissions phares d'Afrique Média. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Président Badakane. Puisque vous avez la parole, je propose que vous la regardiez. Alors, vous venez de suivre ce communiqué publié ce matin par l'état-major général des armées au Mali, suite à cette attaque terroriste repoussée vaillamment par l'armée malienne. Comment est-ce que vous réagissez après avoir suivi une telle actualité? Je ne suis pas surpris. C'est dans l'ordre des choses. Nous comprenons très bien que les autorités maliennes veulent agir comme un État qui assume ses contraintes internationales et diplomatiques. Donc moi, je n'utilise pas les éléments de langage des autorités maliennes. Je ne suis pas président. Moi, je n'ai pas les contraintes diplomatiques. Cette diplomatie mondiale qui détruit l'humanité ou le monde, ça ne m'engage pas. C'est la France qui est derrière tout ça. C'est la France qui est derrière tout ça. C'est l'OTAN qui est derrière tout ça. Et qui utilise des sous-fifres, dont M. Ouattara, l'ONU, sont ceux qui sont derrière tout ça. Il est évident, nous l'avons dit aux Maliens depuis très longtemps, qu'il n'y aura pas de paix pour le Mali tant qu'ils n'auront pas réglé la question des sous-fifres de la sous-région qui travaillent pour les ennemis du Mali, à savoir la France, qui est l'Union européenne, l'OTAN. C'est-à-dire qu'on parle de l'OTAN, c'est la France, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU, c'est tous ces pays-là, c'est ça qu'il s'agit. Katiba Massina, tous ces gens-là, ACMI, tout ça, ce sont des histoires pour déranger les gens. Afrique Média a développé ici pendant des années des thèses qui ont été confirmées par tous les éléments historiques. Donc moi, je ne me répète pas, je ne deviens pas en arrière. Vous vous situez dans une autre posture. Non, ce n'est pas une posture. C'est la vérité que nous racontons. Oui. J'ai dit que moi, je ne suis pas là pour parler, pour répéter le communiqué de l'état-major malien, des autorités maliennes. Ils font le travail d'autorité. Moi, je vous dis, c'est la France qui est derrière tout ça. C'est la France qui est derrière tout ça. Nous savons que c'est qui organise tout ça. Parce que, pour l'OTAN, il est inacceptable qu'on ait un régime comme ça. Comme celui qui a cours au Mali actuellement. Et les sous-fifres de la France l'ont dit. M. Ouattara l'a dit à plusieurs reprises. M. Ouattara infiltre au Mali depuis pratiquement plus de 2 ans aujourd'hui des mercenaires déguisés sous forme de djihadistes ou de dozo, dont le rôle est de semer le chaos dans le centre du Mali, en opposant les Peuls, les Dogons, les Bambara, on connaît. Mais tout ça, c'est pour rendre ingérable la zone de 3 frontières, à partir de laquelle toutes ces opérations sont menées et organisées. Les 43 mercenaires arrêtés, n'est-ce pas? 49 mercenaires arrêtés à l'aéroport de Bamako, qui sont des mercenaires à la solde des Nations Unies, n'est-ce pas? De la France, de l'OTAN et du Valais, ennemi du continent africain, M. Ouattara, s'inscrivent dans cette logique, parachever un processus d'infiltration du Mali. Tout ça est démontré, c'est établi, c'est démontré. Il y a les noms. Il y a les noms il y a des noms. Ce n'est pas des choses qu'on parle à l'air. Donc, les voitures qui servaient à leur infiltration sont tous immatriculées Côte d'Ivoire. On va dire qu'on peut mettre des immatriculations alors que ce n'est pas le pays. Mais nous, on vous dit, je vous dis, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de démanteler la vie de quelqu'un, nous savons de quoi nous parlons. Donc, et tout ça, et les mercenaires là, s'inscrivaient dans une dynamique de renverser, n'est-ce pas, ce que eux, ils appellent la junte malienne. Et ça, c'est nécessaire pour M. Macron, parce que dans le cadre de son 2e mandat,
qu'il a obtenu par trucage électoral. Il a truqué les élections. Donc, il faut... Là c'est vos avis. Hein. Je n'ai pas dit que c'est votre avis, c'est moi qui parle. D'accord, allez-y. Parce que j'ai dit que c'est vous. D'accord. Mais quand il parle tout, je dis que c'est moi. Je vous en prie, allez-y. Donc, M. Macron a truqué les élections. Bon, le 10, on fait ça par pédagogie. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique, ni en France, ni aux États-Unis, dans ce pays-là. Sauf pour des gens qui manquent de solidité idéologique et culturelle pour croire qu'il y a une démocratie dans ce pays-là. Bon, maintenant, ça commence à apparaître au fur et à mesure, depuis le trucage des élections aux États-Unis, qui a permis le pouvoir du sénile, qui est complètement déréglé. N'est-ce pas? Donc, les gens commencent à voir ce qui s'est passé dernièrement aux élections présidentielles en France et législatives. Il n'y a que des gens qui sont tellement, comment on dit ça, tellement occidentalisés à outrance que même s'il y a la vérité devant eux, ils vont refuser de la voir. Donc, M. Macron est dans une dynamique de se redéployer sur le continent. Et moi, je veux vous dire, il est en train d'aller au Cameroun. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Nous en parlerons. Hein, vous croyez que la meilleure façon d'imposer ses desseins au Cameroun, c'est-à-dire venir imposer une succession, n'est-ce pas, au Cameroun, qui arrangerait les intérêts de la France, quoi de meilleur que de l'accompagner au Cameroun avec le renversement d'Assimi Goïta. Si M. Assimi Goïta est renversé, il arrive en position de force à Yaoundé. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut faire le lien entre les événements. Il faut faire le lien entre les événements. Évidemment, la France n'y est pour rien. Évidemment, elle ne sera jamais pour rien. Et puis, évidemment, c'est une attaque terroriste. Des histoires comme ça. Il faut dire ça aux enfants. En Afrique, ça ne passe plus. En Afrique, ça ne passe plus. Donc, la France, M. Macron, ces gens-là, quoi de plus mieux? Parce que, écoutez très bien, si le Mali continue comme ça, la France sait très bien, et l'OTAN savent très bien que l'Afrique de l'Ouest, ça finira par tomber. C'est une évidence. La France va tomber. Parce que là, on appelle ça dans la théorie géopolitique, dans la théorie de la guerre même révolutionnaire, le Mali, c'est un maillon faible dans le système. Et quand vous avez un maillon faible dans un système, le système va être gangréné, tout nestipé par le maillon faible. Et ça va souvent très vite d'ailleurs. Les systématiciens savent de quoi est-ce que je suis en train de parler. C'est de cela qu'il s'agit. La France le sait. Maintenant, en même temps, si l'autre poumon de l'empire historique français, parlons comme ça, n'est-ce pas, qui est le Cameroun, n'est-ce pas, continue dans la voie et l'Afrique centrale qu'on est en train de la voie qu'on observe, c'est terminé pour la France. Donc la meilleure façon d'arriver à Yaoundé, c'était d'être accompagné par le renversement d'Assimi Goïta. C'est ça qui explique les 49 mercenaires. C'est ça qui explique tout ce que l'État malien subit depuis très longtemps. Vous croyez qu'on peut humilier, après, c'est pas une humiliation, c'est la normalité d'un État, mais pour eux, ils appellent ça humiliation parce qu'un nègre ne devrait jamais le faire ça. Expulser le voyou qui s'est fait ça appeler porte-parole de la MINUSMA, la manière qui a été faite, humilier la MINUSMA en exposant les 49 mercenaires qui étaient des mercenaires de la MINUSMA. Puis c'était la MINUSMA qui servait de couverture. Depuis très longtemps, il y a des actes qui sont posés par l'État malien, n'est-ce pas, à l'égard de l'Union européenne, de la France. C'est une entreprise de démantèlement de l'infrastructure idéologique, mentale qui permet à la colonisation, n'est-ce pas, et l'esclavage, n'est-ce pas, de fonctionner sur le continent. Vous pouvez faire ça impunément? Donc en face, comme ils font d'habitude, quand ils ne parlent plus d'un régime, la décision est prise qu'on va le renverser par tous les moyens. Et à l'ordre du jour de la communauté internationale, autoproclamé de la pègre qui s'est fait appeler communauté internationale, le régime d'Assimi Goïta, le sort est scellé depuis. Sauf que le monde a changé. Le monde a changé. Et ce changement est irréversible. C'est pour ça que nous avons toujours dit sur ce plateau que aucune force au monde ne va renverser le régime malien. Je disais souvent ça pour le Cameroun. Nous prenons sur nous de le dire pour le régime malien. Ça fait des mois que je le dis. Aucune force au monde. Tous ces complots contre Marie échoueront. Échoueront. Et ils vont perdre l'Afrique. Ils vont perdre l'Afrique de l'Ouest. Ils vont perdre l'Afrique centrale. J'entends beaucoup de choses sur le Tintin qui arrive au Cameroun. Je vous en prie, Président Badakane. Sur le président Macron qui arrive au Cameroun. Moi, si vous voulez que j'appelle président, ne m'invitez pas ici. Non, c'est pas ça, le président Badakane. Si vous voulez que j'appelle président, est-ce que vous êtes obligé de m'inviter? Non. Alors, moi, je ne parle pas comme vous. Personne ici. Moi, je l'appelle Tintin. Ce n'est pas un président. Voilà. J'ai ce droit, je le revendique, je l'assume. Je ne vais pas dire que c'est Afrique Média qui dit, c'est le président Badakane qui parle. Donc je dis que ce type qui arrive là, j'entends tout de gauche à droite. Oh, les gens m'appellent, machin. Mais je dis jamais, qui a dit aux gens que le sort de l'Afrique, le sort du Cameroun,
le sort du panafricanisme dépend d'une rencontre entre Macron et le patriarche président Paul Biya. C'est eux qui nous ont envoyés ici. De quoi ces gens parlent là? Pourquoi ces gens, on parle de quoi? Moi, je veux voir comment l'arrivée de Macron au Cameroun va déstabiliser le panafricanisme, va déstabiliser le Cameroun. Je veux voir. C'est pas une affaire. C'est le sujet c'est la deuxième de cette émission. Bon, je pense que je fais le lien entre les choses. Je vous en prie. L'événement au Mali n'est pas un événement isolé. Non. Ils ne travaillent pas comme ça. C'est nous, les Africains, qui travaillons comme des enfants. C'est pas isolé. Je vous dis que si vous croyez que le déplacement de Macron au Cameroun comment dire ça, est séparable, n'est-ce pas, de ce qui se passe au Mali, non, on ne comprend pas la géopolitique mondiale. C'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui veut renverser Assimi Goïta. C'est la France qui veut tuer Assimi Goïta. Et la France le fait pour le compte de l'OTAN, la communauté internationale, la pègre internationale, qui a décidé de maintenir le continent africain dans l'esclavage. C'est de cela qu'il s'agit. Et notre rôle historique, c'est de renverser ça. Nous sommes en train de renverser ça. Assimi Goïta a été un poste avancé, comme Touadéra a été un poste avancé. Au Cameroun, c'est un poste avancé. Il y a des postes avancés partout. Tout ça va se coordonner pour libérer le continent africain. On n'est pas dans un jeu. C'est pas une négociation. Ça va s'imposer à ces gens-là. C'est de cela qu'il s'agit. Donc moi, vraiment, ne comptez pas sur moi pour venir parler comme l'État malien. Ils font leur travail. Ils ont mon soutien. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas de contraintes diplomatiques. C'est la France qui vient de rater le coup d'État. Apportez-moi le contraire. Apportez-moi les éléments contraires et je vais changer ce que je viens de dire. En tout cas, on va prendre l'avis des autres panélistes. Merci à vous, donc, Président Bandakanir. Maître Janvier Momo, vous suivez depuis très longtemps le Mali, l'actualité malienne. Alors, comment est-ce que vous avez réagi ce matin lorsque vous avez appris qu'aux environs de 5 heures du matin, une riposte musclée des armées maliennes a repoussé une tentative des assauts des djihadistes? Alors, moi, pour répondre directement à votre question, comme j'ai coutume de le faire, je n'ai pas été surpris. Pas du tout. La grande surprise pour moi, c'était il y a 3 semaines lorsque la CEDEAO a décidé de lever les sanctions contre le Mali. Alors, c'était la porte ouverte à toutes les formes de déstabilisation du Mali. C'est-à-dire, il était question de rendre d'abord les frontières du Mali poreuses, c'est-à-dire permettre l'entrée et la sortie de tout ce qu'ils veulent. Ensuite, sachant que l'Afrique a un éternel défaut, c'est celui du contrôle de ses frontières, ils vont user de toute la technologie et de toute la logistique qu'ils ont déployée dans le Sahel pour entrer au Mali, déjà dans un territoire qu'ils connaissent assez. Ils, c'est qui? Ce sont les ennemis du Mali, au rang desquels la France. N'oubliez pas, la France veut revenir au Mali. Ils ne sont pas partis. Ils ont déménagé du Mali et se sont installés le long de la frontière avec le Niger. Il faut faire attention. Et lorsque vous écoutez l'état-major des forces françaises, leur déclaration, ils ont 2 paroles qui se répètent. Le porte-parole, le général de brigade Pascal Yanni, il vous dit, il y a ce qu'on peut appeler une infidélité informationnelle concernant l'activité militaire de la France au niveau du Sahel. Alors, le patron des forces lui-même, il vous dit, les Maliens sont en train de se faire exploiter, surtout leurs minéraux, par des étrangers, en l'occurrence Wagner. Alors, lorsque Jean-François Mitterrand avait appelé l'Afrique le marigot de papa, mais comment pouvez-vous accepter que la France reste assoiffée alors qu'elle a un marigot dans lequel elle puisait à profusion des ressources sans contrôle et sans compte rendu, sans reddition de compte de tout ce qu'elle faisait? Alors, lorsque vous me posez la question si j'ai été surpris, non, je n'ai pas été surpris. Pourquoi? Parce que c'est la Katiba, les multiples Katibas qui ont vu la naissance au niveau du Mali. Et, curieusement, c'était après l'opération Serval. Je dis curieusement, la Massina qui attaque aujourd'hui, c'est une Katiba qui est créée entre 2015 et 2016. Juste après l'opération Serval de 2013. Alors, une opération qu'on vous a dit qu'elle avait pour but de lutter contre le djihadisme. Au contraire, elle a favorisé la profusion, la prolifération des Katibas, c'est-à-dire des brigades criminelles des djihadistes qui sont capables de remettre en cause ce qu'on peut appeler la paix au niveau du Mali. Alors, j'ai coutume toujours, M. Sidiki, de le dire. Comment, dans une lutte contre le djihadisme, un djihadisme armé,
la France pouvait valablement parler d'une opération Serval. Le Serval, c'est le seul félin qui est un animal de compagnie. C'est-à-dire, vous avez un félin, mais qui en réalité n'attaque pas. C'est un félin qui caresse. C'est un félin qui est capable d'accompagner ce qu'on est censé appeler leur proie. Alors c'est ça l'opération Serval. Nous les Africains, on n'a rien compris du Serval que la France avait apporté au Mali. En réalité, la France n'est pas arrivée au Mali avec l'opération Serval pour combattre le djihadisme. Sinon, les Katiba comme Massina et toutes les autres que vous connaissez ne seraient pas nés au Mali. On aurait mis fin à cela. Or, ils sont venus encourager ces Katiba qu'ils contrôlent. Et je suis d'accord avec le président Bandakali qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Alors, lorsque des Katiba se créent pendant ou juste après une opération d'envergure, comme l'opération Serval, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à défaut pour l'opération d'avoir encouragé la création de ces Katiba, l'opération elle-même, elle a été un leurre, elle a échoué. Et c'est ce que les Maliens, c'est le constat auquel les Maliens sont arrivés, que toutes ces opérations au Mali ont eu l'insigne honneur d'apporter ce qu'on peut appeler une déstabilisation pérenne du pays. D'où les coups d'État, d'où les coups de force que l'armée malienne a apportés à partir de août 2020. Aujourd'hui, ces Katiba se réveillent. Mais qui est susceptible de réveiller les Katiba? Qui les finance? Parce qu'aujourd'hui, l'on vous fait savoir que le mode opératoire a changé. Ce ne sont plus des attaques ciblées, mais ils empruntent le mode opératoire maintenant, c'est le kamikaze. C'est-à-dire, on envoie des hommes avec des engins à la mort. Tout à fait. Alors, il faut comprendre que ceux qui étaient censés abandonner le Mali, ils ne l'ont pas fait. Ils sont actifs au Mali. Et ce n'est que le début. Si nous conjuguons les efforts pour dire que ce n'est pas une opération isolée, il y a une semaine, c'est 49 soldats ivoiriens qui se retrouvent à l'aéroport Modibo Keïta Sénou avec des identités de maçons, de menuisiers, de charpentiers, alors qu'en réalité, c'était des éléments des forces spéciales ivoiriennes. Sans mandat, sans autorisation, avec des armes et des munitions de guerre. Alors, lorsqu'aujourd'hui, nous voyons l'attaque qui a eu lieu au quartier général des forces maliennes, mais vous comprenez que l'opération avait été bien montée, que la levée des sanctions de la CEDEAO, c'était en réalité pour permettre que des choses pareilles se réalisent. Et il fallait bien accueillir Sergueï Lavrov, dont les éléments Wagner sont aux côtés de l'armée malienne. Il fallait leur faire honte ce jour, en disant, non seulement ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité comme ils le disent, mais aussi et surtout ils sont fragiles. Parce que si cette attaque atteignait son plein objectif, c'était un grand signe qui renvoyait à un signifié. Le signifié, c'est quoi? C'est que le partenaire choisi désormais par le Mali n'est pas un partenaire fiable en matière de sécurité. Donc il fallait accueillir Sergueï Lavrov de cette manière, en disant, tu vas te promener en Afrique, mais il faut savoir que nous continuons à tenir toutes les manettes de déstabilisation du peuple malien. Il fallait aussi, à contrario, dire que Macron continue de tenir le Mali, il continue de tenir les manettes de sécurité du Mali, puisque ils ont annoncé la mutinerie, c'est-à-dire, pour les téléspectateurs d'Afrique Média, un soulèvement d'une partie de l'armée malienne contre cette propre armée. Or, c'était faux. Alors, cette Katiba avait pour but de mettre à feu et en sang ce centre d'opération de l'armée malienne, pour vous dire, si nous vous atteignons au quartier général, à plus forte raison, les régions qui sont excentrées de Kati et de toutes les autres zones où se trouvent concentrées les forces maliennes. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est un signe qui renvoie à un signifié. Il faut bien interpréter ces attaques, et vous voyez que dès que les soldats français, Barkhane et Takuba sont partis du Mali, c'est toute la CEDEAO qui est en branle. Le Togo est entré dans la danse depuis bientôt 2 semaines. Des attaques un peu partout. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on a monté des gens pour susciter en vous le besoin de les appeler pour venir intervenir à vos côtés. Et en intervenant, vous savez,
l'armée a toujours ce volet. Dans la protection, il y a ce qu'on appelle l'accaparement. C'est ce qu'ils faisaient au Mali. Pendant qu'ils disaient qu'ils sont en train d'apporter la sécurité au Mali, ils exploitaient les ressources. C'est une affaire de ressources. C'est une affaire du marigot de papa dont le papa ne parvient plus à puiser la goutte d'eau dans son marigot. Il faut maintenant monter toutes les katibas. Et Dieu sait ce qu'il y en a au Mali. Monter toutes les katibas qu'ils ont eux-mêmes fabriquées pour aller à l'encontre du peuple malien. Fort heureusement, ce qui se passe au Mali aujourd'hui ne dépend pas seulement du Mali. C'est un nouveau courant qui est en Afrique et il n'y a aucune force qui est susceptible d'arrêter ce courant. Ce courant a pour nom la reconquête de la souveraineté des peuples africains. Par les Africains, pour les Africains et dans l'intérêt des Africains. Et au-devant, on trouve les panafricanistes. Et la doctrine panafricaniste, elle n'est pas un leurre. Aujourd'hui, c'est le réalisme. On va dans le réalisme, c'est-à-dire c'est un panafricanisme agissant qui aujourd'hui est au devant de la scène pour la reconquête de la nouvelle souveraineté des peuples africains. Maître Janvier Momo, merci beaucoup. Alors, Jonathan Batengene, est-ce que vous avez le même regard que le président Badakani qui, de son point de vue, ne voudrait pas porter les mêmes gants que les autorités maliennes? Pour lui, qu'est-ce qu'on sait concrètement de Katiba Massina, qui a été dénoncé comme le groupe djihadiste qui a perpétré l'attentat de ce matin? Katiba Massina, c'est un des groupes, je crois, de GSIM, le groupe de soutien à l'islam dans le Maghreb. Le groupe contrôlé à l'époque créé par Amadou Koufa. Le président Bandakani a tout à fait dit la vérité. Il a une constance. On a décrypté ici la Katiba Massina, sa création, sa transformation en GSIM, et de l'autre côté, les Moudjahou et autres, leur transformation en EIGS, État islamique dans le Grand Sahara. On ne va pas revenir là-dessus. C'est des phénomènes qui se sont produits, comme disait Maître Momo, entre 2016 et 2017. Et prenez la chronologie de la détérioration de la situation malienne selon Jean-Yves Le Drian, première personnalité des affaires étrangères en France pendant cette période, et disait le grand tournant s'est produit en 2015 avec la non-application des accords d'Alger. Donc, après cela, 2016-2017, le GSIM et le GS naissent et on a les deux grands groupes terroristes qui vont essaimer dans le Sahel. Il veut dire que, comme les accords d'Alger, qui étaient qui disposaient d'éléments de préparation de la sécession au Mali, n'ont pas pu être mis en branle parce que les intérêts maliens étaient hautement compromis. Alors, ils ont procédé différemment. En langage simple, c'est ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, donc, on assiste à la troisième forme de guerre. La première forme, c'était via les terroristes. On utilisait les terroristes, on les envoyait, on montrait les positions de l'armée malienne, on massacrait les soldats maliens, on massacrait les Maliens, on occupait le territoire du Mali et on justifiait sa présence comme étant dans la lutte contre le terrorisme. Or, c'était une armée d'occupation sur le territoire malien. Et c'était la préparation de la captation des richesses du Mali au seul avantage de la métropole française, au seul avantage du capitalisme occidental. Cette technique a connu un échec avec l'arrivée d'Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta est arrivé, regardez tous les pouvoirs révolutionnaires qui sont arrivés en Afrique de l'Ouest. Dès qu'il est arrivé, le lendemain, la France a commencé à se mettre à son dos. Et immédiatement, la CEDEAO a tenu 4 réunions. 4. Ça n'a jamais existé là-bas. C'était qui, le diable qui est arrivé? Non. Tout le monde savait que c'était un homme qui était venu pour changer la donne. Après cette situation, la deuxième phase, c'est l'attrition diplomatique. On a perdu sur le terrain, on se dit, on risque de perdre sur le terrain militaire, amenons-le sur le terrain diplomatique. Le
terrain diplomatique aboutit à son point culminant aux sanctions, l'embargo du Mali. Et comme le président l'expliquait, on croyait qu'avec l'embargo, d'ailleurs, que dit Ouattara à Boubou Cissé dans l'interview? 2 semaines, il dit c'est des naïfs. Ils vont bientôt tomber. Une révolution populaire viendra les balayer. Ce qui n'est pas le cas. Ah, merci, monsieur Sidiki. Donc l'échec de l'embargo. Et président, vous vous souvenez que c'est les populations d'Afrique de l'Ouest qui ont montré que la CEDEAO, c'est plus la CEDEAO des élites. La France-Afrique des élites est révolue. Et cette CEDEAO des peuples qui s'est constituée est devenue plus puissante que la CEDEAO des élites. Et c'est aussi ça, désormais, l'embryon de l'Union africaine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le leader de l'Afrique, c'est Bandakani, le président Bandakani qui est là. Quand vous regardez le discours des Africains, il est le leader incontesté, il est plus légitime que beaucoup de chefs d'État en poste. Mais c'est ça la nouvelle Union africaine qui se constitue. C'est cette Union africaine des peuples qui a la capacité de se mobiliser. Et elle a permis à cet embargo d'échouer. Deuxième échec. La troisième situation, c'est quand ils ont senti que ce front-là, surtout était en train de révéler quelque chose, parce qu'ils n'arrêtent pas l'embargo à cause simplement de l'échec des populations. Ils arrêtent parce qu'ils se rendent compte d'une chose. Le Mali a commis une augmentation salariale au mois de mai. Donc le Mali ouvrait les yeux aux pays africains que l'embargo n'est pas la fin économique d'un pays. Que l'embargo ne signifie pas la mise à sac d'une économie. Que l'embargo pouvait être un point de départ, un tremplin, dont les politiques protectionnistes peuvent être avantageuses. Donc l'impact géopolitique et l'impact géostratégique devaient être tellement immenses qu'ils ont préféré stopper le processus. Ils disent, avant que le reste ne se rende compte de la réalité, stoppons ça à ce niveau. Faisons-leur croire que le FMI, la Banque mondiale, c'est des acteurs nécessaires de leur développement. Les conditions nécessaires de leur développement, alors que c'est les conditions nécessaires d'asservissement. Le troisième front qui s'ouvre, c'est qu'avec l'échec des terroristes, le président Bandakani l'avait dit ici à une émission, nous étions venus, et disait, l'autre phase, on va utiliser les armées. Et c'est ce qui se passe. Les militaires ivoiriens ont échoué. Ouattara, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand on a arrêté les soldats ivoiriens, il avait prévu sa réunion le 14 juillet avec le président Bédié et le président Gbagbo. Il s'attendait à une chose, venir triomphant. Comme dans tout accord militaire, lorsque les troupes au sol ont fait le bon boulot, le chef arrive en position de force et il dicte les débats. Mais suivez ce qui se passe. Au terme de la rencontre, il dit, ce n'était qu'une prise de contact. Pourquoi? Parce qu'il vient de suer un échec au Mali, le terrain prioritaire. Et nous disions à cette époque que toutes les tentatives de réconciliation, en fait, c'est que quand vous lisez les études états-uniennes, les études disent que les processus de réconciliation aboutissent toujours à la stabilisation d'un espace. Et donc, ils voulaient reproduire le mécanisme sur l'Afrique de l'Ouest et, par généralisation, dans les Grands Lacs. Tous les processus ont échoué. Le Rwanda et le Congo se sont séparés que de poissons. Monsieur Compaoré, qui devait être accueilli comme le Messie, finalement, on ne sait même plus où est-ce qu'il se cache, parce que le peuple le fouille partout. Le peuple n'attend que de le foutre en prison. Les magistrats n'attendent que de le foutre en prison, parce que les magistrats burkinabés ont marre d'être nargués face à la question du déni de l'état de droit qu'a engagé M. Damiba. L'ambassadeur de France qui avait voulu venir parler un peu plus fort aujourd'hui, il est devenu la risée de tout le Burkina Faso. D'ailleurs, il n'a même plus le courage de prendre la parole, même pas dans leurs médias officiels. Le Burkina Faso a accouché d'une souris. Pas de réconciliation. 8 chefs d'État attendus, 3 et 2 mourants, 1 encore debout. Troisième situation, Ouattara arrive donc avec toute cette situation. On lui avait donné les cartes blanches. Macron avait dit, tu peux t'étaler
à ta guise. Utilise la stratégie que tu penses être la meilleure, tu nous sors du pétrin. Ouattara a mis les barbouzes, ils ont été arrêtés. Il arrive donc devant M. Gbagbo et devant M. Bédié. Le moral est bas. Et d'ailleurs, certainement, quand il appelle désormais l'Élysée, il tombe sur le répondeur. On ne veut plus le prendre. Le larbin n'a pas accompli sa mission, il devient inconsistant. Cette situation de faiblesse de Ouattara le met dans une position où il faut qu'il rattrape le tir. Mais nous savons aussi depuis 3 jours que le centre de décision a été changé. C'est rentré au Ghana. Et les Ghanéens sont actuellement en train de faire le travail que les Ivoiriens avaient mission de réaliser. Et si on revenait un peu sur le Mali. C'est justement ça le Mali. Les Ghanéens infiltrent les sociétés de sécurité pour créer ce que vous voyez. Katiba Massina, vous croyez que ça existe encore? Sérieux? Il n'y a plus de Katiba Massina. Tout ce qui existe aujourd'hui qui se réclame de la Katiba Massina, c'est des constructions. Comme le président Bandakani disait, il s'agit de soldats, de militaires comme les forces spéciales ivoiriennes qui étaient là, qui ont pour mission de créer le chaos à Bamako. Et leur chaos est bien ciblé. Il faut tuer les colonels de Bamako. Parce que même le CEDAO disait, le plus grand danger, ils n'ont pas dit que c'est la durée de la transition. Hein. Ils ont dit, c'est qu'un militaire ne se représente pas à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la psychologie qu'ont adopté ces militaires, l'intégrité qu'ils ont adoptée, va nécessairement amener le Mali à une situation d'émancipation. Et le Mali va devenir un exemple exemplaire pour les pays africains. Donc il faut éliminer ces colonels. Il faut dissuader tout autre acteur politique de ne pas s'engager dans cette voie. Des commandos sont infiltrés incessamment au Mali dans le but de mener ces missions. Ces gens que vous avez vus, les enquêtes le révéleront. Ce n'est pas des Maliens pour la plupart. Vous verrez des nationalités qui seront brandies. Il s'agit des mercenaires, des gens qui ont exercé le métier d'armes dans leur propre pays et qui sont là pour une mission précise. D'accord. Ils sont arrivés le matin, ils avaient pour mission de faire exploser, de faire exploser 2 véhicules bourrés d'explosifs. Mais vous croyez que les explosifs c'était pour simplement détruire du matériel? C'était pour ouvrir la voie à un commando. C'est un commando en mission qui était là-bas à Bamako. Et ce commando a échoué dans sa phase. C'est dire qu'au sein de l'OTAN, excusez un peu M. Sidiki, au sein de l'OTAN, il y a actuellement des dispositions qui ont été prises pour éliminer les colonels de Bamako. C'est l'OTAN qui pilote ces opérations. Depuis le Ghana, ce n'est pas les généraux ghanéens qui donnent les ordres. C'est les commandants, les représentants de l'OTAN dans l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui donnent les ordres. C'est pourquoi cette situation a un pendant au Cameroun. Le président l'a dit, c'est vrai. Cela en pendant au Cameroun. Cette levée de bouclier qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, c'est le début d'une grande crise entre l'OTAN et l'Afrique. Le Mali que vous voyez, il y a des forces en attente de l'OTAN qui sont actuellement au Niger. Ce n'est pas une force de maintien de la paix. Ce n'est même pas une force de lutte contre le terrorisme. Ce que vous entendez, Takuba. C'est des forces en attente qui ont pour mission de passer à l'action dès que les conditions seront réunies. Et les attaques qui sont perpétrées sont dans 2 buts. Distraire l'opinion sur l'imminence d'une attaque terroriste, amener l'armée malienne à réorganiser son dispositif essentiellement sur des bases défensives sur son territoire et face à une menace asymétrique, alors que la vraie menace, c'est la guerre de haute intensité que vous voyez actuellement en Ukraine. Les armes qui ont dit être perdues en Ukraine, bientôt vous les verrez refaire surface. En Afrique. En Afrique, surtout sur le territoire malien. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. les Maliens, en déjouant l'attaque de ce matin, ont montré une capacité de réponse efficace. Ils ont montré que leur dispositif sécuritaire est aguerri parce qu'ils ont vaincu ces hommes au combat. Et ils ont montré une chose, ils ont passé un message à l'OTAN. C'est qu'ils sont prêts à répondre à toute attaque. Mais les vraies attaques, nous le répétons depuis un moment. Ça, c'est de la distraction. La vraie guerre, c'est les forces en attente de l'OTAN
et de la CEDEAO qui vont être mobilisés. Parce qu'ils se disent que c'est une guerre à long terme. Ils sont prêts à attendre que cette mission atteigne son but, c'est-à-dire la transition. Et au terme de la transition, ils prendront le prétexte que des militaires se soient portés candidats pour lancer certainement une offensive à partir de la CEDEAO avec l'appui des forces en attente de l'OTAN. Merci beaucoup Batengenir, Jonathan. Alors, professeur Bellec, vous avez suivi tous les trois panélistes. C'est quand même assez compliqué d'être d'accord avec tout le monde sur ce plateau, parce que c'est très facile de dire la main vient de l'extérieur. Est-ce que le Mali en lui-même n'a pas de problème à l'intérieur pour qu'on on arrive quand même à une série d'attaques? Hier jeudi, il y en a eu plusieurs au nord-est de Bamako. Ce matin encore, la mer malienne a repoussé une attaque des djihadistes. Comment comprendre tout cela? Est-ce que c'est toujours facile de dire c'est l'OTAN, c'est la France, comme disait tout à l'heure le président Badakani? Est-ce que le Mali lui-même n'a pas de problème à l'intérieur? Non, si vous comptez sur moi, pour qu'il y ait 1 centimètre d'épaisseur de papier qui ressemble à un papier de cigarette, des gens qui fabriquaient la famille, je ne vais pas citer son nom, CCB, je ne sais pas quoi là, entre le président Badakani et moi, oui, ou Janvier Momo et moi, ou Jonathan Batengene et moi, après tout ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont déjà dit avant, eh bien, là vous vous trompez, hein. Vous n'avez pas misé sur la bonne personne. Hein. Parce que je veux qu'on parle des faits, professeur. Mais ils ont donné des faits, non? Oui. Je dis que c'est pas dire, c'est affirmer. Oui. Par exemple, on dit affirmer. Moi affirmer. Affirmer. On ne dit pas, c'est pas la parole. Non, on affirme des choses. Tout à fait. Allez-y, on vous écoute. Donc, je dis, et ça tombe bien, Monsieur Macron, venez en tremblant. Ok? Parce qu'ici, au Cameroun, vous êtes un territoire hostile. C'est le même sujet. Hein. Vous êtes un territoire hostile. Vous nous rencontrez. Je sais, on parlera de j'arrive. Les choses ne sont pas déconnectées. Allez-y. J'ai patienté, non? Oui. Vous m'avez donné la parole, mais non, je l'ai. Je vais pas parler longtemps. Vous avez la parole. Pas, je peux être très bref. Hein. D'accord, allez-y, vous avez la parole. Bon, donc je dis que Monsieur Macron, qu'on voit à l'écran là, tremblez. Parce que ici, Cameroun, là, le Cameroun, c'est un territoire hostile pour aucune reconquête à faire. Vous n'avez aucune place ici. D'ailleurs, le Cameroun, depuis quand le Cameroun est même une colonie ou néocolonie, quoi que ce soit. Vous avez traficoté avec l'OTAN, avec l'ONU, à l'époque de la SDN, c'est fini. Alors, je dis une chose. Ce monsieur, vous voyez, je vous réponds pas qu'il vous est connecté. Non, ce monsieur qu'on voit à l'écran là, s'appelle monsieur Échec. Donc, quand il a été élu, c'est vrai, les élections étaient truquées. Vous avez douté, nous avons les chiffres. Je l'ai déjà affirmé ici, j'ai les chiffres. J'ai les chiffres. Je sais comment. Et c'est pour ça que Macron a mis une Darmanin. Les chiffres viennent tout simplement de tous ceux qui votent blanc. Pourquoi ils votent blanc? C'est de là qu'au ministère de l'Intérieur, on a triché. Regardez le différentiel des votes blancs au premier tour, au second tour. Regardez le différentiel de vote qui sépare Macron et Marine Le Pen. Ok? Au premier tour. Tout ça joue au premier tour, pas au second. Parce qu'au second, les faits soi-disant entre guillemets républicains, on savait que ça allait jouer. De toute façon, Marine Le Pen, elle aussi, elle joue le jeu. Tous jouent le jeu. Bon. Donc, ce monsieur, vous voyez là, monsieur Macron, si nous on était contents, c'est pas qu'on est content que les Français le subissent une seconde fois, non. C'est qu'en ce qui concerne la géopolitique, et on dit que la France est une géopolitique, nous connaissons des fins, il va intervenir certainement même tout à l'heure, qui dit ça souvent, donc on le reprend. Voilà, nous savons que ce monsieur-là, il a, comme le président Balkany dit, c'est un propriété privée de Rothschild, mais il porte l'échec. Donc son élection, tant mieux pour nous, parce qu'il va aller d'échec en échec. Et on se l'a regardé à l'époque, là, Janvier Momo l'a rappelé, à l'époque, là, la France, l'armée française et les autorités françaises s'amusaient à piéger l'armée malienne. À chaque fois, ils se faisaient massacrer. Assimi Goïta a vécu ça. Souvenez-vous à l'époque où Moussa Mara va au nord du Mali, à Kidal. Combien il est revenu de la queue basse? Pourquoi ils ont massacré beaucoup de militaires maliens ce jour-là? Tout simplement parce que le renseignement jouait à fond. Et que l'État français est du côté des terroristes. Ce n'est pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Vous avez dit djihadistes tout à l'heure? Non, ce sont des terroristes. Massina, tout ça, ce sont des terroristes. On sait déjà. Au début, on aurait pu se laisser tromper en 2012 ou même avant. Mais aujourd'hui, nous savons que ce sont des terroristes et nous savons qui les montons. Je vais vous dire plus. Allez-y, pour ça. En France, moi j'ai vécu en France. Par exemple, les attentats de novembre 2015. C'est l'État français qui les a montés. Ça s'appelle une opération sous false flag. C'est de l'anglais. Pour faux drapeau. C'est l'État français qui tue ses propres concitoyens.
Même à l'époque en Côte d'Ivoire, hein, quand on a bombardé le camp français, c'est pas les. D'ailleurs, c'est eux qui ont exfiltré les pilotes ukrainiens qui pilotaient. Alors, ils sont partis par le Togo, on sait qu'il y a au Togo, c'est quelqu'un de la France-Afrique, on voit ce jeu. Donc, c'est eux. On peut sacrifier ses propres troupes pour un meilleur gain. Après tout, ils disent qu'ils sont faits pour mourir. On les paye pour ça. Donc, vous connaissez, on va verser des larmes, on va décorer, on va dire aux familles, petit titre posthume, mais bon, on les a utilisés, c'est le but. Alors, donc, ce monsieur s'appelle Échec Patente. Et qu'est-ce qu'on démontre? Que le Mali n'est plus le même. Mais comme ils sont dans la cécité totale, le Mali, maintenant, quand on les attaque, ils gagnent. Alors maintenant, je vais dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Je vous dis que c'est volontairement que les 49 soldats ivoiriens, on les a laissés arriver à l'aéroport de Bamako. C'est volontairement que, entre guillemets, d'après l'annonce gouvernementale, hein, président, hein, c'est pas d'après ton analyse, hein, voilà. Soi-disant les représentants de Kati Pamassina, que nous savons que c'est des terroristes et des mercenaires, on les a laissés arriver exprès. Parce que c'est la meilleure façon de les neutraliser et d'avoir le renseignement. Et c'est aussi la meilleure façon d'exhiber le rôle des uns et des autres, à savoir par exemple la France, l'État français. Voilà. Ça veut dire que les Maliens ont la situation sous contrôle. Moi, je ne crois pas que dans les mois qui viennent, les militaires maliens vont trembler parce que tout simplement il y aura d'autres qui le savent, mais ils sont tous neutralisés. Et à un moment donné, et je vais chuter par là, il y aura la contre-attaque. C'est que si les gens de l'OTAN pensent que mais en fait, dans le deuxième sujet, on va parler aussi de la France, non? Bon, très bien. Si les gens de l'OTAN, ils pensent que il n'y a que eux qui frappent. On connaît ça déjà. On sait comment on a été colonisé. On frappe ce ici aujourd'hui, on prend des otages. Demain, on dit aux otages, maintenant vous servez aussi de mercenaires, de militaires, et voilà, de forces d'appoint, et vous allez attaquer le voisin. Et je ne sais pas comment ils ont compris. On connaît ça déjà. Moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra que nous autres forces africanistes, nous envoyons des soldats au Mali. Je pense que ça doit être à l'étude dans les cartons. On ne va pas attendre que le Mali tombe. Et on a dit qu'on ne veut plus des situations comme c'est en Côte d'Ivoire ou chez Kadhafi. On massacre des leaders, on détruit les États qui étaient d'abord prospères. C'est le cas. Même la Côte d'Ivoire était plus prospère qu'aujourd'hui. Alors, la Libye, n'en parlons pas. Donc, il faut qu'on s'organise militairement. Nous aussi, on crée des capacités de. Eux, ils viennent en autant, non? Mais nous aussi, on crée un équivalent de nations qui maintenant sont engagées dans le panafricanisme, qui ont bien compris la situation. On envoie des soldats, même sous forme maquillée, peu importe. On y va, ils défendent le Mali. On est tous africains, on se ressemble tous. Il n'y aura aucun problème. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que nous aussi, on va attaquer les positions au Niger. Si Bazoum croit qu'il est à l'abri, non, on va le déstabiliser également. Mais je peux en dire plus, parce que c'est trahir les secrets. Vous avez compris les intentions. En tout cas, on leur dit simplement qu'ils n'ont plus à faire des enfants. Et qu'ils ont rencontré des intelligences égales, pour parler qu'au procès chez Fanta Diop. Sinon, c'est on a très bien compris. Merci beaucoup à vous, professeur Belek. Alors, je me tourne vers vous, président Bandakani. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la thèse d'une tentative de renversement du régime malien. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine presse occidentale ce matin qui parlait plutôt d'une tentative, hein, d'une mutinerie d'une partie de l'armée malienne. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle la désinformation. Alors, dans cette atmosphère qui se joue, qui se passe actuellement au Mali, comment vraiment sortir de l'engrenage qui, lorsque vous l'avez présenté, on essaie un peu de comprendre tous les 4 panélistes, est pratiquement le centre de l'Afrique, le centre d'une nouvelle Afrique aujourd'hui. Jonathan vous a fait maître et Dr Belek vous ont fait un panorama qui, mieux que tout, dégage les enjeux maliens. Vous demandez comment on s'en sort. D'abord en refusant de reprendre les éléments de langage des criminels qui détruisent l'Afrique. On ne peut pas vouloir se responsabiliser, c'est-à-dire que croire qu'on est responsable et bien séant parce qu'on parle comme ils nous disent de parler. Et ils connaissent quoi d'abord? Vous avez vous-même pris l'exemple de ce que vous appelez médias occidentaux. Et même sont conscients, on ne les suit plus. Personne ne les suit. Quand on les suit, c'est pour les détruire, c'est pour retourner leurs armes contre eux. Ce sont des menteurs professionnels, c'est connu.
Donc on ne peut pas reprendre à notre compte la façon dont les Occidentaux décrivent ce qui se passe en Afrique. C'est fini. C'est pas pourquoi vous avez dit que moi, je ne perds pas le temps là. Tout à fait. Alors, c'est continue de démontrer. Et dans cet esprit-là, je vous dis tout à l'heure, vous êtes un excellent journaliste, vous faites votre travail, hein, parce que moi je vous comprends. Merci beaucoup. Vous parlez des faits, mais les faits, est-ce qu'il y a d'autres faits qui sont plus valables que les faits que nous on met sur cette table? Ça n'existe pas. Quel fait? Les faits, c'est ce que M. Macron raconte. Bon, tu m'avais dit de ne pas l'appeler Tintin, bon, je l'appelle M. Macron. Oui, allez, c'est bien. Hein? Merci beaucoup. Mais tout à l'heure, il peut changer. Hein? Donc, vous c'est-à-dire que j'ai voulu vous faire plaisir, tout à l'heure, il peut changer. Parce que je ne sais même pas comment on peut faire pour appeler un truc comme ça, même monsieur. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il raconte là, c'est ça qu'on peut appeler fait. Donc, vous voulez que nous vienions s'asseoir ici, au début du 21e siècle, on se met à parler comme les gars de Barkhane, les gens de l'Élysée, de l'Union européenne, de l'OTAN, que vraiment, oui, il y a les terroristes extrêmement dangereux, ils sont très forts, et pour les combattre, il faut toute armée, il faut une coalition d'armées internationales, l'Europe, la France, tout ça se sont mélangés. Ils n'arrivent pas à combattre, la CEDEAO est dépassée, parce qu'il y a une armée là-bas qui est extraordinaire. Entre nous là, nous sommes sérieux, c'est-à-dire qu'on s'assoit ici, on parle comme ça, et quand l'étranger nous écoute, on va le prendre pour qui? On va dire qu'on a même moins de nègres. On est comme moins nègres, parce qu'on considère que les nègres sont ne vaut rien, d'après les racistes, n'est-ce pas, occidentaux. Mais qui nous attend ici, on a aussi un excellent avocat de cette dimension, un grand journaliste comme vous, un brillant universitaire comme Batangene, un professeur de rang international, savant, professeur Belé. On est assis ici, on est assis là, et on nous entend parler, et nous on commence à dire que non, il y a une menace terroriste extrêmement dangereuse au Mali, qui justifie une coalition internationale constituée de 5000 hommes, par exemple, de Barkhane. Ça dit, vous croyez qui va nous prendre au sérieux? Il faut arrêter ça. C'est une entreprise de recolonisation du continent. Ça a commencé depuis. On n'a pas le temps. Je peux vous situer quand ça a commencé. Et ça a pris une tournure maintenant avec la guerre en Ukraine qui oblige, n'est-ce pas, les Occidentaux à acheter tous leurs masques et à poser toutes leurs cartes. L'OTAN. La France n'était qu'une... C'était un gendarme. C'est-à-dire un gendarme même pas son nom. Non, c'est un gendarme. Il est un mauvais gendarme, il a échoué. Le vrai patron sort, c'est l'OTAN. Et à la tête de l'OTAN, vous avez Washington qui vient de vous voter une loi qui dit que vous n'êtes pas un être humain. Mais comment vous faites pour que les Africains comprennent cette affaire-là? Washington vient de voter une loi, n'est-ce pas, dirigée par un sénile, une pourriture qu'on appelle Joe Biden. J'ai dit une pourriture. Président, je vous en prie. Non, vous faites votre travail, mais je vous dis que c'est parce qu'on est simple. Vous croyez que si on n'était pas si, quand les temps vont vraiment mûrir en Afrique, on va encore s'asseoir parler comme ça. Tous les Africains vont commencer les études par une école de guerre. L'école de l'avenir va commencer par l'école de guerre. Comme en Russie. Je vous dis ça, je tente de vous dire des choses parce que c'est parce qu'on est comme ça là. On ne sait même pas, notre vie n'a aucun rapport avec nos défis historiques que les Américains peuvent faire ce qu'ils font là et leurs ambassades sont ouvertes partout. On devait les chasser partout sur le continent. Alors il n'y aurait plus aucune ambassade ici. On aurait moins convoqué tous leurs ambassades dans tous les pays africains. Oui. Allez lire cette loi vous dit, peut-être vous ne savez pas, je vais vous dire, cette loi dit que là vous êtes là. Les Américains peuvent s'asseoir et estimer que vous êtes un pro-russe. Parce que vous avez dit 3 mots déplacés. Là, on vient vous arrêter ici. Mais allez lire cette loi. Les Américains interdisent que nous vendons nos matières premières à qui nous voulons. Oui. Et après, ils disent qu'ils veulent faire un sommet en décembre avec nous les Africains. Mais il n'y a pas un problème là. Bon, et malgré tout ça, vous nous demandez d'être poli sur le plateau. Il faut qu'on soit poli. On appelle Macron président. Tout ça. Mais on va se suicider bientôt là. On va étouffer. On ne va pas arriver à ce niveau. Non, moi je ne peux pas faire ça parce que je vais m'étouffer. Non, écoutez-moi, M. Mali. On doit d'être poli. Non, je ne suis pas poli. Là, je ne vais pas être poli avec eux. Là, ce recyclage éducatif, je vous admire beaucoup. Moi, je ne peux pas faire ça. Je vais me suicider. Alors, il n'y a pas de politesse à faire envers des voyous comme ça. C'est-à-dire que, et là, on est même trop poli. Nous, on dit seulement, on est trop poli. À l'heure actuelle, on devait être en train d'apprendre comment manier les bombes. Oui. C'est ce travail qu'on devait faire. Mais nous, on est trop âgés. On va prendre ça à nos enfants. On est sérieux là. Chaque Africain doit être en mesure de manier une bombe. Écoutez, je n'étais pas sur le sujet tout à l'heure. Vous croyez qu'il est normal que Macron vienne au Cameroun? On va en parler, président. Ok, d'accord. On va en parler. On n'est pas encore à ce niveau. Ça de vous dire quelque chose. Donc, un monsieur qui tue les présidents africains partout, il marche, c'est pas dans l'Afrique comme il veut. On va parler. Alors, donc, je suis en train de vous dire que c'est une guerre mondiale qui se déplace au Mali. Et le Mali va être une des puissantes. L'Afrique est le centre de la prochaine guerre, des guerres mondiales qui arrivent. C'est l'Afrique. La bataille, elle est là. D'où la Russie. Vous avez sommé les Russes. C'est l'année prochaine.
Washington a dit son sommet. Bientôt, le sommet, tout ça, vous voyez que c'est quoi? La France-Afrique. Le Mali va s'en sortir. C'est vrai qu'au début, hein, moi j'ai dit aux Maliens, depuis aux dirigeants maliens, j'ai parlé ça ici, depuis l'année dernière. Que vous n'aurez pas la paix si vous ne faites pas la guerre à Bazoum et à Ouattara. Est-ce que moi je me mots? On ne peut pas rêver. Pour que le Mali là soit en paix, Bazoum doit sauter. Ouattara doit dégager. Oui. Il ne faut pas rêver. Je l'ai dit aux autorités maliennes que c'est la guerre. Qu'est-ce que vous croyez? Ils viennent vous expliquer là où ça va passer. Ils ne peuvent pas laisser. Mais ils perdront, je vous rassure. Ils perdront. Parce que quand ils parlent de l'OTAN, ils ne peuvent pas seulement vous dire que derrière le Mali, il y a les BRICS, parlons comme ça. Il y a les BRICS. Vous croyez que le Mali c'est le même matin, vous faites ce qu'il fait là? Et il y a les BRICS. Donc c'est la guerre, mon frère. C'est la guerre. Donc on évolue, et le position malien va être obligé de se radicaliser parce qu'on ne peut pas libérer le Mali sans régler le sort de la France et de ses valets en Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui fédèrent au niveau de la CEDEAO. Ce sont les présidents, ça. Oui, que j'appelle le président du Ghana, qui danse avec l'ambassadeur de France au Ghana jusqu'à parce qu'ils ont comploté, ils savent que les jours de la négociation sont comptés. Ils dansent, ils savent pas comment, peut-être ils ont fait dans la chambre. C'est un chef d'État, de toute façon. Il n'est pas un chef d'État, ça n'engage pas. Il n'est pas un chef d'État, ce monsieur-là. Un vieux comme ça, son âge, il ne peut pas comporter comme ça. Donc le président du Ghana, ce voyou-là, il a fait comme ça. Président Badakane, je vous en prie, est-ce qu'on peut avancer dans le débat? C'est pas un chef d'État, ça. Dans votre argumentaire, s'il vous plaît. Nous parlons du Mali. Mais ça vous fait rire, c'est que c'est pas le Mali. Comment est-ce que le Mali peut faire pour sortir de cet engrenage? Je sais vous expliquer. Allez-y. Vous me obligez à appeler président des gens qui ne peuvent pas appeler. C'est un président, ce sont des traîtres. Président Je vous dis que ce sont des traîtres. On vous accorde. Allez-y, continuez. Mais laissez-moi, ce sont des traîtres. Ils sont en train de comploter contre un pays qui incarne le renouveau africain, la libération du continent. Ce sont des traîtres. Et c'est pour ça qu'ils vous parlent de l'OTAN. Parce que l'OTAN, ça dépend de clivage, le titre de francophone, anglophone. C'est pour tromper les enfants, les idiots. Vous trouvez normal que le président Gaël soit en train de danser avec l'ambassadeur de France au Ghana pendant qu'on a en train de détruire un pays voisin? Vous connaissez l'histoire qu'il est le Mali et le Ghana? Ce n'est pas historique. C'est une question. Non, ce n'est pas une question, je vous rappelle des faits. Oui. Vous me venez d'appeler un type comme ça président, il ne sait même pas pourquoi il est là. Je vous dis, quand ce monsieur-là a été fait président, parce qu'on ne sait même pas où il sort pour être président, mais les crises de la franc-maçonnerie et comme ça, vous savez quel était son parrain d'honneur à cette investiture? Vous m'autorisez à le dire. Vous comprenez? Vous m'autorisez à le dire. Président. Vous allez comprendre pourquoi. Son parrain d'honneur s'appelle M. Alassane Ouattara. Écoutez-moi bien. Le parrain d'honneur de M. Akoudo là. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Vous voyez qu'il ne connaît même pas bien son nom. Oui. Ce type-là, son parrain d'honneur, le jour où on le faisait président, s'appelle M. Ouattara. C'est-à-dire que vous voyez en Afrique au XXIe siècle, c'est-à-dire au XXe, un homme normal prend le pouvoir. Il appelle pour parrain d'honneur Ouattara. Et le Ghana vient de rentrer au FMI. Comment? Mais oui. Il faut quand même réfléchir un peu. Dire que, comment tu peux faire parrain d'honneur de ton investiture Ouattara? Si tu n'es pas un démon comme lui. Président. Hein? C'est-à-dire que, et ils sont en train de comploter contre un pays frère qui a tant souffert. Oui. Et quand on détruisait le Mali, 80% du territoire dans les mains de voyous terroristes, des armées supplétives françaises, franco-occidentales, fabriquées de toutes pièces, la CEDEAO, ils dormaient. Ils s'embrassaient la vie pour dire qu'on a bien compris 100%, on va te partager ça. Pourquoi? Parce qu'en ce partage, quand la France prendra sa part, on va créer SAS. Sahel Aviation Service, avec poissonnière, Ouattara, Pakistan et tous ces gens-là. Oui. Et les boubous ici, les autorités maliennes là, oui. C'est là, de l'ancienne équipe. Oui. Vous savez combien on paye un soldat et le mercenaire ivoirien par jour? Je vous dis ça. On le paye. C'est 15 millions. On le paye 500 000. Il vient d'apprendre ça. Je vous donne des chiffres. Oui. Donc, en même temps, ces gens-là, pendant qu'ils s'enrichissent, ils vendent de l'Afrique, ils prennent de l'argent, oui. Et ils s'amusent avec nous parce qu'on va dire, oh, c'est un chef d'État, il faut le respecter. C'est terminé ça, c'est fini, on n'est pas là-dedans. Nous connaissons qu'on peut appeler président et qu'on ne peut pas appeler président. Oui. C'est là où on est en train d'arriver là maintenant. C'est clair. Les choses sont claires. Nous ne pouvons pas se mettre dans on dit, non, c'est un chef d'État. Il ne vaut rien, tu ne sais pas où ils sont. De voyous, on les habille en président. On nous dit non. Écoutez, respectez-vous. Oh, quand ils se réunissent, quand ils parlent au nom de l'Afrique. Non. Non. Président, on vous a compris. Merci beaucoup. Non, laissez-moi terminer. Allez-y donc. Je vous en prie. Allez-y. C'est Malik. Vous êtes un grand journaliste. Laissez-moi terminer. Allez-y.
Comment on s'en sort? Très bien. Le Mali a compris. Mais est-ce que nous, les médias, pas vous, hein, est-ce qu'il y a suffisamment de médias pour donner, pour amplifier, pour visibiliser suffisamment l'action du Mali? Il n'y en a pas. Il faut un contre-discours. J'allais dire un discours supérieur. C'est lui qui parlait de ça. Il faut un discours supérieur qui prend en charge le récit des autorités maliennes pour mettre ça au niveau qu'il mérite. Oui. Parce que nous sommes entourés de désinformateurs. Oui. La désinformation occidentale est partout. Ils contrôlent une partie des réseaux sociaux. Ils sont partout. Ils mentent matin, midi, soir. Oui. Et ils passent le temps à diaboliser la gente, à la dénigrer, à les présenter comme des furieux. Des gens qui ne sont pas beaux, qui sont toujours fâchés et nerveux, dont ils ne sont pas à la hauteur de l'élégante diplomatie du XXIe siècle. Oui. Depuis combien d'années vous avez eu quoi de mieux en Afrique que ce qu'on a au Mali? Il n'y en a pas. Avant le Mali, là, vous avez vu qui? Des sous-préfets, des valets. Vous avez des gens qui viennent nous faire honneur, qui redressent des millénaires d'humiliation. Oui. Des gens qui lèvent la tête. Un colonel qui était au front, qui a vu comme ça à Kidal, il veut finir avec les terroristes, on lui dit vous n'entrez pas ici. C'est ça, c'est Migota, monsieur. Voilà son histoire. Dans son pays. Dans son pays. Mais il aurait pu aller trahir. Il a dit moi je ne peux pas accepter ça. Jamais, même je meurs. Un type comme ça, vous laissez que les Ouattara, les Akufo, tout ça là, le tient dans la boue. Oui. Comme Macron vient parler à Migota, à l'Afrique, Macron, ce qu'il a. Président, calmez-vous, je vous en prie. On va donner la parole à Maître Momo. Merci beaucoup. Laissez-moi chuter. Allez-y, je vous en prie. Je vous demande de savoir l'autorité de laissez-moi chuter. Allez-y. Donc on ne peut pas donner des choses comme ça. Quand Assimi Gota parle, quand l'autorité malienne parle, on ne lit pas un communiqué de RFI de ces machins-là. On ne lit pas ça. Vous lisez quoi et quoi faire de là-bas? Ils font la même chose depuis 1000 ans. Ils mentent, ils racontent n'importe quoi. Mais quand Assimi Gota parle, l'autorité malienne fait un communiqué, notre rôle est de l'interpréter dans sa juste mesure, en libérant, en tenant compte des contrats qu'ils ont. Nous on dit la vérité ici, on raconte tout ça. On met sur la table les enjeux. Pour que les Africains comprennent ce qui les attend. Il n'y a pas une tentative de renverser le Mali. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que le processus consistant à recoloniser le continent africain par le Sahel est en train simplement d'échouer. Et voyant que ça échoue, il faut tout faire pour abattre ce qu'il a dit, l'avant-poste de cette révolution qu'on appelle le Mali. Si vous croyez qu'on va renverser Assimi Gota pour que s'installe les démocrates, ça veut dire quoi ça? Il y a combien de démocrates au Mali? Vous faites quoi? Donc on s'en sort comme on est en train de faire, M. Malik. Brillant comme vous êtes. On s'en sort comme on est en train de faire en opposant une alternative en termes de récit qui soit à la hauteur du mensonge de ces gens. Merci. Ça, c'est la première phase seulement. Merci beaucoup, Président Bandakane. On vous a très bien suivi. Alors, si tel est le cas, Maître Janvier Momo, alors, jusqu'où peut aller le Mali dans sa résistance? Le Mali va atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, c'est-à-dire acquérir la totale indépendance du pays et mettre en œuvre la nouvelle perspective économique guidée par les Maliens et à l'avantage des Maliens. Il n'y a rien d'autre à faire. Le Mali est condamné à réussir parce que les Africains, les vrais Africains, sont avec le Mali dans cette révolution. Le centre de gravité de l'Afrique s'est déplacé vers le Mali. Tous les efforts que les Africains doivent consentir aujourd'hui consistent premièrement à encourager le Mali dans cette entreprise. Ce que les Maliens font, ce n'est pas pour le Mali. C'est la nouvelle reconquête. C'est le combat de la nouvelle reconquête de la véritable souveraineté africaine. Mais le Mali est en train de corriger les erreurs qui ont présidé avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Vous vous souvenez, il y avait deux blocs. Le bloc de Monrovia et le bloc de Casablanca. Le bloc de Casablanca, c'était le bloc des panafricanistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient une Afrique pour les Africains. Et ceux qui voulaient une coopération modérée avec l'extérieur.
pas une dépendance économique, une dépendance politique qui a conduit à ce qu'on peut appeler l'abdication de la souveraineté des États. Ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui nous fait revivre les scènes d'avant 1963, où au moment où on pensait que les Africains peuvent se réunir, s'unir autour d'un combat qui est noble, en commençant par l'indépendance, mais il y a des gens qui à Monrovia se réunissaient pour proférer le contraire. Et les deux blocs ont subsisté jusqu'en 63 où l'organisation de l'unité africaine voit le jour avec l'État. On peut dire que c'est un prématuré, l'organisation de l'unité africaine. L'enfant n'a pas été mature. Alors, au niveau de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, mais les mêmes qui étaient à Monrovia et qui combattaient les panafricanistes de Casablanca, ce sont les mêmes qui emboîtent les pas à Assimi Goïta au Mali, puisque Modibo Keïta Sénou était du bloc de Casablanca qui voulait une véritable indépendance et une souveraineté pour les peuples africains. Les traîtres ont continué. Le président Bandakani, il faut le laisser dans son énervement. Les traîtres sont... L'Occident fait tout pour pérenniser la traîtrise entre les États africains. Pourtant, quand vous regardez en Europe, en Occident, ils se réunissent en un seul bloc et parlent un seul et même langage. Ceux qui combattent en Afrique. Mais comment pouvez-vous accepter, premièrement, que le Mali déclare non grata dans son sol les Barkhane, Takuba et que le Niger les accueille? C'est pas un sentiment africain. C'est pas un sentiment africain. Nous disons vulgairement, la chose qui a tué le cacao, c'est la même qui va tuer le café. Comment pouvez-vous accepter que pendant que les Maliens sont concentrés dans cette révolution, que des mercenaires partent de la Côte d'Ivoire pour le Mali? Mais c'est la traîtrise. Or, l'impérialisme n'a fonctionné qu'avec la traîtrise. Or, le Mali, dans cette révolution, en a de trop. Si vous avez le Niger, vous avez la Côte d'Ivoire, mais c'est beaucoup pour le Mali. C'est la raison pour laquelle nous disons le combat malien doit s'accompagner d'une certaine prise de conscience des enjeux. Mais si l'Afrique perd ce combat, je dis si l'Afrique perd ce combat, le combat qui est engagé au Mali, mais la recolonisation va repartir pour des millénaires. Mais elle sera cette fois violente parce que les Africains auraient levé la tête à un moment donné, parce que avec l'esclavage et tout ce qui, la colonisation, tout ce qu'ils ont fait, ils sont conscients qu'à un moment donné, l'éveil de la conscience africaine ne peut pas être total. Et donc, ils auront toujours à venir vous dire, à venir continuer à incruster dans vos cerveaux. Mais à un moment donné, il fallait que les enfants africains remettent en cause cet état de choses qui consistait à gober tout ce qui vient de l'extérieur, à subjuguer tout ce que nous avons de nous-mêmes au point de ne vivre que pour plaire à l'autre. Mais c'est ce que les Ouattara et les Bazoum font. Ils sont présidents pour plaire aux autres, pas pour plaire à leur peuple. Donc, le combat qui est engagé au Mali, c'est un combat d'envergure. Ce qui se passe au Mali, c'est la nouvelle histoire de l'Afrique. Qui est en train de s'écrire. Mais oui, qui est en train de s'écrire. Et le Mali est en droit, tant sur le plan historique que sur le plan moderne, à réécrire cette histoire. C'était le Soudan occidental. Donc, nous pensons que les Africains, les vrais Africains, doivent avoir le cœur et les armes tournées vers le Mali. Avec ce qui se passe en Ukraine, nous comprenons aujourd'hui que la guerre a plusieurs dimensions. Et le moment est venu pour nous de former les enfants africains dès le sein, dès le ventre de leur mère, à la guerre. Le monde de demain sera un monde du combat véritable. Pas du combat langagier, mais ça sera un monde où il y aura ce qu'on a pu appeler les théâtres d'opération. Nous, ceux qui vivront demain seront ceux qui sont en train de lutter. Et cette lutte, c'est ce qui se passe au Mali. Mais comment pouvez-vous accepter que sur le plan purement économique, en mai dernier, il y a eu une augmentation de salaire au Mali? Depuis l'opération Serval,
les productions d'or du Mali ont doublé. Qui exploitait cet or? Mais c'est la France. En pleine guerre. En plein embargo. Non, je dis en pleine guerre. Pendant, au moment où cette France et l'Occident présentaient le Mali comme un État où aucune perspective économique ne peut avoir lieu. Mais ils se la coulaient tous. C'est la raison pour laquelle ils ne quittent pas le Mali. Et tous leurs discours, tous leurs discours, ils vous disent, les Russes sont en train d'exploiter l'or au Mali. Que ce soit le porte-parole de l'état-major de l'armée française ou même les Français, le patron lui-même, ils vous disent, les forces qui sont au Mali sont en train d'exploiter de l'or. Donc, vous regardez, ils n'étaient pas au Mali pour la sécurité des Maliens. Ils étaient au Mali pour autre chose. Or, si les Maliens ont repris les manettes économiques, ne serait-ce que sur le pan d'un seul minerai qu'est l'or, qu'en sera-t-il du diamant? Qu'en sera-t-il du cobalt? Qu'en sera-t-il de l'uranium qui se retrouve au Mali? Alors, la grande question, comment les Africains peuvent s'asseoir sur de l'or, du diamant et continuer à se considérer comme des populations les plus pauvres de la planète? C'est le langage que l'autre utilise pour vous avilir. C'est-à-dire pour vous, comment dire, pour vous anéantir au point où vous ne vous rendez même pas compte de la petitesse de ce que vous pouvez représenter. Pour nous, ce qui se passe au Mali, monsieur Sidiki, c'est un combat noble. Un combat que chaque Africain devrait regarder et agir. Et si nous laissons le Mali sur le plan géopolitique, l'Afrique va s'effondrer et de façon définitive. L'Afrique sera détruite et au point où nous-mêmes Africains, nous aurons honte de nous dire originaires et natifs du continent africain. Pour nous, ce qui se passe au Mali, c'est le combat le plus noble et c'est un combat qui doit être encouragé, monsieur Sidiki. Pas seulement sur le plan langagier. Nous attendons que les pays africains se réunissent pour venir en aide au Mali, pour assister le gouvernement malien à assouvir cette grande révolution qui est engagée aujourd'hui et qui constitue le modèle de libération des peuples africains. Ne soyez pas surpris. Il y aura un effet domino par rapport à ce qui se passe au Mali. Et aucune force ne viendra éteindre la nouvelle lampe, la nouvelle lumière, l'étincelle qui a vu le jour au niveau du Mali. C'est pour ça que nous leur disons, ils ont le soutien des Africains, ils ont le soutien multiforme de tous les Africains en pole position, les panafricanistes que nous représentons. D'accord, merci, c'est entendu, Maître Janvier Momo, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre dans quelques poussières de minutes la deuxième thématique de cette émission. Mais bien avant, professeur Belek, panafricaniste que vous êtes, pour vous, quelle solution pour le Mali, pour sortir de cette spirale de violence? C'est plus de violence organisée, c'est-à-dire la guerre. La guerre fait partie. Les États ont des armées. Hein. C'est pas pour le décor, c'est pour faire la guerre. En cas de nécessité, évidemment. On ne fait pas la guerre pour le plaisir. Non, nous en tant qu'Africains, le Mali est donc, on a dit, un poste avancé de la lutte pour l'émancipation, l'indépendance totale du continent africain. Donc, la guerre pour nous, on nous l'a imposée. C'est une obligation. Parce que nous ne voulons plus être des esclaves. De quelque façon que ce soit. Ni volontaire, ni involontaire. Ni contraint, ni pas contraint, on ne veut plus être esclave. On veut être des hommes libres. Je peux rappeler encore, j'étais avec le président Madakné hier sur un autre plateau, et il le disait, donc je le rappelle, l'Afrique est la première humanité. Donc la première humanité n'a pas à vivre en tant qu'esclave des autres humanités qui sont postérieures et descendants de la nôtre. C'est l'humanité africaine qui est sortie d'Afrique. Ok ? Donc, si on nous impose la guerre, l'OTAN, c'est-à-dire que eux, c'est des rapaces. Ils n'ont jamais assez. Leur vision économique, c'est l'accumulation même de ce qui ne leur appartient pas. Nous, notre vision économique, c'est le partage. Bon, puisqu'ils veulent qu'on partage la violence, on va la partager. Eux, ils la veulent pour nous réduire encore plus en esclavage, prendre nos matières premières,
toutes nos richesses, et nous on vit dans la pauvreté, on subit des maladies qui nous promettent d'ailleurs, pensez au Covid, hein, ils nous ont promis des millions de morts. Voilà. Donc nous, on va dire, ok, on partage ça, mais attention, c'est pour se débarrasser de vous, dirigeants mal élus des pays occidentaux, et par la grâce de Dieu, libérer les peuples occidentaux aussi de cette oppression de ces dirigeants. Puisque les peuples occidentaux sont piégés, ils ne peuvent pas se défaire de leurs dirigeants actuels. Ils sont dans le carcan. Alors nous, on se libère de cette direction étrangère au continent africain. Et une fois qu'on l'a fait, double mission qui nous a confié pour ce Cheikh, on va libérer les Occidentaux. Voilà. Et on va mettre maintenant un ordre mondial qui satisfait tout le monde parce que basé sur l'équité. C'est-à-dire que chacun doit être satisfait. Et là, il n'y a plus de conflit. Là, il y a la fraternité humaine. C'est ce à quoi nous disons. Mais s'il faut passer par la guerre, vous savez, c'est logique, hein. Et c'est dans la cosmogonie égyptienne, l'Égypte ancienne. Avant l'être, monsieur Sidiki, il y a le non-être. Nous sommes dans le non-être, puisque nous ne sommes pas, on n'a pas une représentation internationale digne de ce nom. Du non-être sortira l'être. Et cet être va briller de toute sa brillance. C'est pour cela, vous voyez, en Égypte ancienne, il y a la conception de Amon-Ré. Amon, c'est le caché. Ce n'est pas la portée de l'humain de comprendre. Mais lui, il est visible, il rayonne. Et donc, il est symbolisé par le soleil, donc il rayonne. Il y a autre chose, parce qu'il n'y a pas longtemps, et permettez-moi de le rappeler au public, j'étais à une manifestation d'hommage, on a rendu hommage à celui qui m'a formé dans les hiéroglyphes, la lecture des hiéroglyphes égyptiens. C'est Feu Doukaya. Donc il y a à peu près un an qu'il est décédé. Et je me suis souvenu d'une chose, et je me suis dit, ah voilà encore un point, j'aurais dû discuter avec mon professeur de hiéroglyphes Doukaya. Parce que lorsqu'on dit, hier c'est Osiris, aujourd'hui c'est Horus, demain c'est Ré, ça veut dire quoi? Je crois que j'ai compris un peu. Osiris, c'est quelqu'un qui est, comme vous voulez, monsieur Sidiki, tellement gentil que son mauvais frère, maudit, Seth, le découpe 2 fois. Et la deuxième fois, il ne peut plus revivre. Donc Osiris, il gagne dans le royaume des morts. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est infiniment bon. On l'appelle Unnefer, l'être bon. Donc il est tellement bon que son frère vient le massacrer, il se laisse massacrer, tellement il est bon. Ok? Oui, mais il a eu un fils. À titre posthume, il a eu un fils. Il ne faut pas chercher à savoir comment. C'est le mystère de la chose. Voilà, il s'appelle Horus. Horus lui combat, il a combattu son oncle Seth. Il a émasculé Seth et Seth lui a arraché l'œil. D'où l'idée de l'œil d'Horus. Maintenant, Ré, c'est une fois qu'on a vengé celui qu'on a tué. C'est-à-dire que tous nos héros nationaux massacrés, ici au Cameroun par exemple, au Mignobe, Ernest Wandier, au Senda Fana, qu'on a coupé la tête d'ailleurs, hein, Moumier, qu'on a empoisonné, et d'autres qui ont précédé, hein, okay. Et les anonymes, et d'autres ont précédé, c'est les Mangabel, les Madola, les Martin Samba, ça c'est les connus, mais tous les anonymes. Tout à fait, ils sont très nombreux d'ailleurs. Et bien ça c'est Osiris, le Mumba. Quand le président Madakani dit qu'il ne peut pas appeler, vous dites qu'il n'est pas poli. Est-ce qu'on a été poli? Mumba n'était pas chef d'État. On l'a pas mis dans l'acide. Ici, nous nous respectons en tant qu'Africains. J'étais un chef d'État, non? Et comment le crapaud? Kadhafi, c'est pas Le Kadhafi, c'était pas chef d'État. Et le Mumba qu'on appelle le crapaud. Barbeau. Barbeau, alors, donc, vous voyez, on a envoyé la CPI. Non, bon, ok, on va passer. Mais toujours dit que maintenant, Osiris, il est mort, on le venge. C'est ce que nous faisons. Nous, là. Okay. En tout cas, moi, Jean-Paul le président, moi, s'il faut porter les armes, je les porte. Bon, là, je ne compte pas. Voilà. Donc, ça ne pose aucun problème. Nous sommes des Horus. C'est-à-dire que nous combattons. On prend les armes, on combat, on veut la liberté. Et une fois que c'est fait, mais ça va rayonner. Ça sera brillant pour tout le monde, c'est ça. Ça va briller. Donc, c'est ce que nous souhaitons. La guerre, là, est nécessaire. Pas que nous aimons la guerre. Elle est nécessaire pour libérer le monde de cette oppression qui ne partira pas d'elle-même. Merci beaucoup, professeur Belek Jean-Paul. Alors, Jonathan Batenguener, nous allons sortir de ce sujet-là avec vous. Est-ce que le Mali peut compter sur les autres pays africains? On sait déjà qu'il y a des panafricanistes qui sont derrière le Mali. Est-ce que déjà on peut compter sur un grand nombre de pays africains? Est-ce que la cause malienne, vous avez l'impression qu'elle est vraiment perçue sur le continent africain? Monsieur Sidiki, au début de cette opération, on a même demandé au président Assimi Goïta d'ouvrir la Légion étrangère malienne. C'est-à-dire? La Légion internationale. Pour que les jeunes Africains, des millions qui nous écrivent dans les réseaux sociaux, ils sont des millions. Ils veulent aller soutenir l'armée malienne. Donc, côté soutien africain, ça ne souffre d'aucun élément.
Mais il y a une Afrique institutionnelle et il y a une Afrique des peuples qu'il faut différencier. L'Afrique institutionnelle, c'est comme la CEDEAO institutionnelle. C'est une CEDEAO. Vous avez vu, le Mali attaqué depuis 2 jours. Vous avez vu un communiqué? Président de l'Afrique, de l'Union africaine, vous avez vu un communiqué? Si c'était un attentat perpétré contre les forces françaises, disons à Rouen, que n'auriez-vous pas entendu depuis ce soir dans tous les journaux de 20 h en Afrique? Que n'auriez-vous pas entendu? Eh bien, nous demandons aussi aux Africains, désormais, quand il y a des attentats en Europe, ne regardons pas leurs informations. Changeons de chaîne. Il n'y a pas d'indignation sélective. Vous avez entendu un ministre des Affaires étrangères africain être solidaire de ce qui est arrivé aux Maliens? Charlie Hebdo, la comédie, le professeur a expliqué tout à l'heure que c'était un false flag, c'était un faux drapeau, une attaque sous couvert. C'est ça. Sur le plan institutionnel, il n'y a pas de soutien. Mais je vais vous dire que ce n'est pas contradictoire avec notre combat. Si vous comptez sur l'institutionnel, vous vous trompez. L'institutionnel, pour la plupart, est constitué de gens qui ont été cooptés par des cercles occultes, qui sont au service. Celui qui est franc-maçon, c'est d'abord la reine d'Angleterre. Si vous êtes franc-maçon, c'est la règle. Vous servez d'abord la reine d'Angleterre, avant de servir votre pays. D'abord. Si vous êtes franc-maçon dans l'espace francophone, vous servez d'abord la loge qui est maîtresse de la vôtre. D'abord. C'est pourquoi il parle d'obédience. En anglais, obedience veut dire obéissance. C'est un mot qui semble tout à fait simple. Mais ça veut dire encore subordination. Ça veut dire soumission. Et si on descend maintenant dans le langage scientifique, aliénation. Donc, en fait, dans les aliénations occidentales, sectaires, il y a une construction de la hiérarchie des institutions. Les institutions au sommet sont les institutions de l'Occident et les institutions en dessous, qui ne comptent presque pas, c'est les institutions dans les pays de la périphérie, les pays africains. C'est pourquoi il n'y a pas de solidarité. C'est pourquoi nous aussi, nous avons souvent insisté à dire au peuple malien, considérez que vous n'êtes plus de la CEDEAO. Il n'y a plus rien à voir dans cette organisation. Le président Wadakani a dit quelque chose, il faut le répéter, c'est quand même une organisation voyou. Non. Non, quand on dit une organisation voyou, je n'ai pas dit qu'un chef d'État était voyou. C'est l'organisation elle-même qui pose. Vous en priez. Vous savez que je ne peux pas laisser passer tout cela sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan Batengene. Non, merci beaucoup, Président. Nous allons prendre la deuxième thématique de cette émission. Je propose que nous la prenions juste après cette courte transition.